pour que la Boétie puisse exister, il fallait qu'il n'existe plus. Montaigne a écrit les essais essentiellement, au départ en tout cas, dans le deuil de la Boétie, autrement dit. Jean-Michel de La Comté. La mort de la Boétie a été la condition même de l'écriture des essais. Et donc, ça a été en quelque sorte, plus que le prétexte, ça a été celui qui, pour Montaigne, a représenté la nécessité d'écrire sur lui-même, lui, Montaigne, de se prendre lui-même comme matière de son livre et dans le même temps de mettre en lumière son ami qui était mort. Montaigne réserve son amitié avec la Boétie, réserve la meilleure part du livre 1, puisque c'est juste au milieu, dans le livre 1, dans le chapitre 28, de l'amitié, chapitre très célèbre, parce que c'était lui, parce que c'était moi. Donc la mort de la Boétie, cela a été la condition de la vie des essais. Et donc de la connaissance que nous avons de la Boétie. Et donc de la connaissance que nous avons de la Boétie, parce que si Montaigne n'avait pas parlé de la Boétie, je pense que plus personne n'en parlerait aujourd'hui, et ses œuvres, et en particulier son œuvre majeure, le discours de la servitude volontaire, serait probablement méconnu ou voire inconnu. Et c'est un personnage sur lequel on n'a pas beaucoup d'informations. Les quelques informations que nous avons, elles ne proviennent pas exclusivement de Montaigne, mais elles viennent surtout de lui. Dans quelles conditions? Qu'est-ce qu'il en dit? Eh bien, notamment, et d'une façon très forte, il y a bien sûr ce qu'il en dit dans De l'amitié, mais aussi il y a cette lettre écrite par Montaigne à son propre père sur la mort de la Boétie. C'est un texte tout à fait important qui relate la mort de la Boétie. Et dans ce texte-là, Montaigne nous présente la famille de la Boétie sur son lit de mort. Il est mort très rapidement, en 2-3 jours. Et bien évidemment, il met en relief et en lumière l'amitié extrêmement puissante qui les liait, de telle sorte que du reste, la Boétie a donné à Montaigne en héritage ses papiers, ses œuvres éparses. Et Montaigne, d'ailleurs, ne s'est pas fait faute de les publier. Voilà, c'est un personnage éclaté dans l'œuvre de Montaigne, la Boétie. Dans quelques endroits, il en parle. Il dit à un moment, je ne sais plus exactement dans quelle partie des essais, il dit que c'était un homme extrêmement vigoureux. Et de fait, d'ailleurs, il jouait au tennis, si j'ose dire, pour l'époque, au jeu de paume. Montaigne fait une référence laissant entendre que la Boétie n'était pas très beau de visage. Il le compare plus ou moins au visage de Socrate, d'ailleurs. Une façon aussi de le mettre en comparaison, ce qui est une manière de dire à quel point Montaigne lui-même portait au pinacle son ami, dont il a fait une sorte de saint laïque. Mais sinon, on ne sait pas grand-chose sur la Boétie. C'est très largement un mystère. C'était un critique qui avait dit on soupçonnerait Montaigne d'avoir inventé ce personnage pour les besoins de son livre. Oui, s'il y avait que les essais, ce qu'il en dit dans les essais, on pourrait se poser la question. Mais il y a quand même un certain nombre de preuves à côté qui laissent entendre que je crois que c'était un homme en chair et en os. Et en esprit surtout. Étienne de la Boétie est né le 1er novembre 1530 à Sarlat, dans le Périgord, dans l'imposant hôtel particulier qu'a fait construire son père en face de la cathédrale. Lieutenant particulier du sénéchal du Périgord, son père est un riche bourgeois qui a fait un beau mariage en épousant l'héritière d'une famille noble, possédant terres et châteaux. À l'âge de 10 ans, il se retrouve orphelin avec ses 2 sœurs et est élevé par son oncle Étienne, ecclésiastique cultivé, qui sera pour lui un deuxième père. Pendant plus de 12 ans, on perd la trace d'Étienne de la Boétie. Certains pensent qu'il a fréquenté un collège toulousain, d'autres l'imaginent plutôt à Paris. Seule certitude, il est étudiant en droit à l'université d'Orléans, qui est à l'époque un foyer du protestantisme naissant, où se rencontre l'élite intellectuelle du royaume et des États voisins. En 1553, il est licencié en droit civil et la même année, il achète sa charge de conseiller au Parlement de Bordeaux. À 23 ans, il fait alors partie de la centaine de personnes les plus influentes de la ville. L'année suivante, il se marie avec Marguerite de Carle, qui appartient à une grande famille de parlementaires et d'humanistes. En 1557, Michel de Montaigne est nommé au Parlement de Bordeaux. Étienne de la Boétie le rencontre pour la première fois à l'occasion d'une fête solennelle à laquelle ils assistent tous les deux en tant que magistrats. Montaigne, il est né en 1533, la Boétie 1530. 3 ans les séparent. Il se connaîtrait donc dans les années 1557, 1559. Mais c'est ça qui est difficile. Montaigne dit qu'ils se sont connus pendant 4 ans, et puis il dit ailleurs qu'ils se sont connus pendant 6 ans. Alors c'est quand? Vous voyez, c'est un peu flou quand même. Votre meilleur ami, vous en faites une espèce de... Et puis vous dites, bah oui, 4 ans, bah non, pendant 6 ans, on n'en sait rien du tout.
Et ce qu'on sait par ailleurs, par Montaigne, je trouve ça assez émouvant et important. L'amitié entre les deux s'est construite, mais essentiellement sous forme, pas seulement, mais beaucoup sous forme de lettres, d'échanges épistolaires, et qui se sont assez peu rencontrés. D'une certaine façon, mais d'une façon plaisante, on peut dire ça, que la Boétie est une forme de pur esprit qui n'a pas vraiment existé. Bien sûr qu'il existait, enfin je le crois, mais assez peu présent, concrètement, en chair et en os dans la vie de Montaigne. Beaucoup plus une amitié fondée sur l'absence. C'est comme les amours, c'est les plus belles. Mais, je dis ça un peu en plaisantant, mais sont les plus sûres, en quelque sorte. Hein. L'amitié peut être fondée sur, un peu comme Lucilius et Sénèque. Vous voyez, le rôle des lettres, de l'échange épistolaire, très important. Quels étaient les rapports d'Étienne de la Boétie avec l'écriture ? Excellente question, parce que c'est un petit peu le contraire du rapport qu'a eu Montaigne. Parce que Montaigne, lui, c'est quelqu'un qui consigne les choses. Après, il écrit des essais à partir de... lorsqu'il est bien vieux, lorsqu'il a au moins 38 ans. Donc bien vieux pour l'époque, bien sûr. Quant à la Boétie, il fait le contraire, lui, d'après ce que dit Montaigne lui-même. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui écrivait des textes sur des bouts de papier, assez peu d'ailleurs. C'était pas un homme de plume, apparemment. C'est beaucoup plus un homme de parole, d'après ce que dit Montaigne lui-même, et pas seulement Montaigne, du reste. Il y a un historien qui s'appelait Auguste Detoux, qui louait lui aussi, qui faisait l'éloge extrêmement appuyé des capacités orales, discursives de la Boétie, en disant que c'est un homme, lorsqu'il parlait, il avait une hauteur de vue et une puissance de langage qui était éblouissante. Voilà. Par contre, apparemment, c'était assez peu un homme de plume, mais de fait, son œuvre écrite, bon, il est mort assez jeune, mais enfin, son œuvre écrite est quand même extrêmement, vous me direz, si Montaigne était mort à 33 ans, on n'aurait rien. Hein. Donc la Boétie est mort à 33 ans, enfin pas tout à fait 33 ans, dans sa 33e année. Son œuvre écrite est assez faible et Montaigne dit lui-même que la Boétie écrivait sur des feuilles volantes. Voilà. Ce qui fait d'ailleurs qu'on a perdu la plupart de ses textes et de manuscrits. C'était pas un homme qui conservait, c'était un homme de la parole. Son œuvre majeure, le discours de la servitude volontaire, le manuscrit n'a jamais été retrouvé, le manuscrit originel, pour autant qu'il existait sous une forme manuscrite en tant que telle, ce qui reste à prouver. Enfin, en tout cas, il reste rien de la main même de la Boétie sur ce plan. Hein. Et justement, quelles sont les œuvres de la Boétie ? Oui. Alors, il y a celle au singulier, qui est la plus connue, c'est le discours de la servitude volontaire ou contraint, tel qu'il a été appelé ensuite par les protestants. Il y a une autre œuvre qui pose beaucoup de questions, qui s'appelle Mémoire sur l'édit de janvier 1562, qui pose beaucoup de questions parce que c'est un édit qui portait sur une relative tolérance pour éviter que le conflit entre protestants et catholiques ne s'aggrave. Peut-être est-ce de lui, peut-être n'est-ce pas de lui. Hein, ça fait question. Reste 29 sonnets en français, qui ont été publiés tout d'abord par Montaigne, puis ensuite reprises par d'autres publications. Il y a des poèmes en latin qui s'appellent Poemata, et puis il y a quelques traductions du latin vers le français, et peut-être un texte qu'on n'a jamais retrouvé sur le Médoc, sur la région du Médoc. Et puis voilà, c'est tout. Parmi le petit nombre d'écrits de la Boétie, c'est un court texte, rédigé à l'âge de 18 ans, qui retiendra l'attention de ses contemporains. Le discours de la servitude volontaire surprend par son érudition et sa profondeur. Son parcours éditorial et critique est l'un des plus étonnants de la littérature. Constamment réédité et commenté, il fait aujourd'hui partie des grands textes de philosophie politique, mais le mystère des conditions de sa rédaction n'est toujours pas résolu. Le discours sur la servitude volontaire a probablement été écrit autour de 1548. David Munich. Qui est le moment de la révolte des Gabelles, dans le sud-ouest de la France, en Guyenne, qui était une révolte très très forte de paysans contre l'instauration d'un pouvoir central en train de se structurer. Et puis, peu de temps avant, l'Europe avait connu un autre épisode révolutionnaire très, très violent, qui était la guerre des paysans, en France et en Allemagne, en 1525. C'est donc finalement un XVIe siècle assez instable qui a probablement influencé la Boétie au moment où il écrit. Il est probable qu'il s'en souvient. Le texte a d'abord circulé sous le manteau, dans les cercles intellectuels, et c'est comme ça que Montaigne aurait entendu parler pour la première fois de la Boétie. On a longtemps dit que, Montaigne le premier d'ailleurs, ce texte était une dissertation de jeune homme, un exercice stylistique. Et ça c'est intéressant parce que c'est le meilleur moyen de le disqualifier, de le neutraliser ce texte, de le rendre tout à fait inoffensif et donc de le laisser circuler. Michel Butor a montré dans ses essais sur les essais que le discours de la servitude volontaire devait être l'élément central des essais de Montaigne. C'est-à-dire qu'après la mort de la Boétie, Montaigne avait conçu son œuvre comme un tombeau pour son ami, avec en point d'orgue
son œuvre maîtresse, le discours de la servitude volontaire. Seulement voilà, le discours de la servitude volontaire a fait l'objet d'un malentendu avant même sa parution. C'est-à-dire qu'il a été publié en 1574, d'abord dans un journal calviniste, de façon anonyme. Et donc, dès ce moment-là, il est devenu un texte d'opposition, un texte politiquement engagé. Et alors ça, c'était un destin pour un texte, parce que c'était déjà une apparition partisane. Et donc, impossible pour Montaigne, à ce moment-là, de l'intégrer à ses essais sans donner à toute son œuvre un angle particulier. C'est l'époque des guerres de religion. Exactement. Donc, c'était pas du tout neutre. C'était pas du tout neutre pour Montaigne. Il y avait là-dessus des enjeux très très forts. Mais finalement, le coup était parti. Parce que, à partir de ce moment-là, toutes les révoltes politiques ont eu recours à ce texte. Mais ce qui advient, partout et tous les jours, qu'un homme seul opprime 100 000 villes et les prive de leur liberté. Qui pourrait le croire, si cela n'était qu'un oui-dire et n'arrivait pas à chaque instant et sous nos propres yeux? Encore, si ce fait se passait dans les pays lointains et qu'on vint nous le raconter, qui de nous ne le croirait inventé à plaisir? Et pourtant, ce tyran seul, il n'est pas besoin de le combattre, ni même de s'en défendre, il est défait de lui-même, pourvu que le pays ne consente point à la servitude. Il ne s'agit pas de lui rien arracher, mais seulement de ne lui rien donner. Qu'une nation ne fasse aucun effort si elle veut pour son bonheur, mais qu'elle ne travaille pas elle-même à sa ruine. Ce sont donc les peuples qui se laissent, ou plutôt se font garrotter, puisqu'en refusant seulement de servir, ils briseraient leurs liens. C'est le peuple qui s'assujettit et se coupe la gorge, qui, pouvant choisir d'être sujet ou d'être libre, repousse la liberté et prend le joug, qui consent à son mal ou plutôt le pourchasse. Le discours de la servitude volontaire, c'est avant tout une critique radicale de la domination, sous toutes ses formes. En fait, finalement, c'est la question politique même, mais posée sous une forme tout à fait nouvelle, encore jamais formulée à l'époque. Ce qu'il fait, c'est qu'il va renverser les pôles classiques de la domination et de la servitude. Ça, c'est tout à fait contraire à toutes les thèses classiques de la philosophie politique. C'est contraire aux thèses des arcanes de la domination. Toutes les thèses de la théorie du pouvoir sont contraires de ça. Autrement dit, classiquement, c'est le tyran qui cherche des méthodes pour dominer le peuple, pour asservir, pour garder le pouvoir. Alors que chez la Boétie, ce ne sont pas les tyrans qui dominent, ce sont les citoyens qui se dépossèdent de leur pouvoir, qui se font dominer, qui se laissent dominer, qui se privent eux-mêmes de leur propre liberté pour la donner aux tyrans. Autrement dit, comme dit la Boétie, c'est le peuple qui se coupe la gorge, qui lui-même se prive de liberté et se jette dans la servitude. Alors c'est compliqué parce que forcément, à partir de ce moment-là, la politique chez la Boétie a l'air de marcher un peu sur la tête. Ça met en échec toutes les grandes théories du pouvoir. La Boétie est le premier à effectuer cette inversion de manière aussi forte. Et ça a des conséquences très graves. Parce que, par exemple, ça veut dire tout simplement que pour se libérer, finalement, nul besoin de se révolter. Il suffit de cesser d'agir. Puisqu'on est actif et qu'on se prive nous-mêmes de notre liberté, pour devenir libre, il suffit d'arrêter de se soumettre. Soyez donc résolus à ne plus servir et vous serez libres. Je ne veux pas que vous le heurtiez, ni que vous l'ébranliez, mais seulement ne le soutenez plus, et vous le verrez comme un grand colosse dont on dérobe la base, tomber de son propre poids et se briser. Dans les théories classiques du pouvoir, on se demande quel est le bon régime et quel est le mauvais régime. On se demande, voilà, il y a des bons régimes, des régimes libres, et puis des régimes tyranniques qui oppriment. Alors que finalement, ce que nous dit la Boétie, c'est que quel que soit le maître, quel que soit le régime, fût-il bon, ce qui est mauvais, c'est la maîtrise en lui-même. C'est le fait d'avoir un maître qui, en soi, est une mauvaise chose. Donc c'est un propos d'une radicalité très forte. Il y a 3 sortes de tyrans. Je parle des mauvais princes. Les uns possèdent le royaume par l'élection du peuple, les autres par la force des armes, et les autres par succession de races. Ceux qui l'ont acquis par le droit de guerre s'y comportent, on le sait trop bien, et on le dit avec raison, comme en pays conquis. Ceux qui naissent rois ne sont pas ordinairement meilleurs. Nés et nourris au sein de la tyrannie, ils sucent avec le lait le naturel du tyran. Ils regardent les peuples qui leur sont soumis comme leur serfs héréditaires, et selon le penchant auquel ils sont le plus enclins, avares ou prodigues, ils usent du royaume comme de leur propre héritage. Quant à celui qui tient son pouvoir du peuple,
Il semble qu'il devrait être plus supportable, et il le serait, je crois, si, dès qu'il se voit élevé en si haut lieu, au-dessus de tous les autres, flatté par je ne sais quoi qu'on appelle grandeur, il ne prenait la ferme résolution de n'en plus descendre. Il considère presque toujours la puissance qui lui a été confiée par le peuple comme devant être transmise à ses enfants. Or, dès qu'eux et lui ont conçu cette funeste idée, il est vraiment étrange de voir combien ils surpassent en toutes sortes de vices et même en cruauté tous les autres tyrans. Ils ne trouvent pas de meilleur moyen pour consolider leur nouvelle tyrannie que d'accroître la servitude et d'écarter tellement les idées de liberté de l'esprit de leurs sujets que pour si récent qu'en soit le souvenir, bientôt, ils s'effacent entièrement de leur mémoire. Ainsi, pour dire vrai, je vois bien entre ces tyrans quelques différences, mais pas un choix à faire. Car s'ils arrivent au trône par des routes diverses, leur manière de régner est toujours à peu près la même. Les élus du peuple le traînent comme un taureau à dompter, les conquérants comme une proie sur laquelle ils ont tous les droits, les successeurs comme un troupeau d'esclaves qui leur appartient tout naturellement. Jean-Michel de la Comté, on parle beaucoup de l'énigme du discours de la servitude volontaire. En quoi ce texte est-il mystérieux ? Moi, je dois vous avouer que je trouve que c'est un texte qui est en même temps admirable, parce que c'est sa poésie son élan, etc., sa jeunesse, quoi. Cette flamme mais lui-même, au fond, je trouve que la Boétie, il apporte sa réponse. Partiellement. C'est pour ça que il faut voir la construction du texte, tout ça. Bon, c'est de l'analyse littéraire, on va pas s'étendre. C'est un texte qui est composé en 2 parties. La première partie, c'est regardez, dit-il, la Boétie. Comment se fait-il que tous les animaux se luttent pour leur liberté, sauf l'homme qui est capable de subir la servitude, même qui y court, qui l'aime en quelque sorte, qui l'accepte. Première partie. Et dans une deuxième partie, qui à mon avis est écrite à un autre moment, un tout autre moment, il donne l'explication. Il dit il y a des gens qui ont intérêt à servir les autres. Et non seulement ça, ils ont intérêt à servir les autres, c'est profitable, c'est ce qu'il dit. Parce qu'il s'étonne non seulement du fait qu'on subit sa servitude, mais pourquoi on l'impose ? C'est simple, c'est qu'on y a profit. Et les autres, ceux qui subissent la servitude, et vous allez comprendre pourquoi je dis ça dans une seconde, ils peuvent pas faire autrement. Parce qu'il dit, il y a le tyran au sommet, 5 ou 6 qui sont ses complices, et puis 5 ou 600 qui sont les complices des saints, et puis 5 ou 6 000 qui sont les complices et ceux qui sont les ordres des 5 ou 600, et puis finalement, dit-il, à peu près dans un pays, dans une nation, on arrive à la moitié qui sont du côté du tyran, puis qui oppriment l'autre moitié. La première moitié, elle a tout à fait intérêt à opprimer l'autre moitié qui n'en peut mais. C'est ça qu'il dit. Donc de ce point de vue-là, je trouve qu'il n'y a pas de mystère. De ce point de vue-là, il n'y a pas de mystère. Il le dit, c'est leur profit. Voilà, l'affaire est close. Quand on lit le texte, à la fin, on n'a pas l'impression que pour lui, l'affaire est close. Oui, en effet. Parce qu'en même temps, quand on réfléchit, alors le profit, mais une fois qu'on a dit ça, finalement, on peut dire aussi, avec lui, avec la Boétie, mais pourquoi est-ce que les gens ne se révoltent pas, quitte à en périr ? Alors ça, c'est vrai que la question reste ouverte. La question reste ouverte. Quand on analyse bien le texte de cette manière-là, on va comprendre peu à peu que le discours de la servitude volontaire nous emmène sur plusieurs pistes. David Munich. Qui sont finalement toutes des impasses. Pour nous mener à cette énigme qui est de dire pourquoi est-ce que la majorité ne se rebelle pas ? C'est ça l'énigme de la servitude volontaire, c'est pourquoi est-ce que la majorité des dominés ne se révolte pas ? C'est ça la question. Pourquoi est-ce que la majorité ne se rebelle pas ? C'est ça la question. Jean-Léon Beauvois, qu'est-ce qui est actuel dans le discours de la servitude volontaire de la Boétie ? Il y a plusieurs choses. La première chose qui me semble très actuelle, c'est le constat brut qui nous conduit à une certaine sidération devant le fait de l'obéissance. Et dans l'analyse qu'il fait de cette obéissance, il utilise évidemment le langage de son époque, on est au XVIe siècle. Mais moi qui suis un psychologue social du XXe, peut-être ne suis-je pas entré dans le XXIe siècle. Les 2 choses qu'il dit, qui pour moi sont d'une actualité criante,
Il dit les gens attribuent à leur nature ce qui ne relève pas de cette nature, mais qui relève, dit-il, de leur culture. C'est une idée que nous allons remettre 2 ou 3 siècles à retrouver. Ainsi les hommes qui naissent sous le joug, nourris et élevés dans le servage sans regarder plus avant, se contentent de vivre comme ils sont nés, et ne pensant point avoir d'autres droits, ni d'autres biens que ceux qu'ils ont trouvés à leur entrée dans la vie, ils prennent pour leur état de nature l'état même de leur naissance. Cette idée est reprise par les psychologues modernes du XXe siècle, et je pense que ceux du XXIe la garderont, c'est l'idée d'erreur fondamentale d'attribution. C'est-à-dire que les gens ont tendance à mettre sur le compte de leur nature des comportements, des pensées, des émotions, des performances, tous ces objets de la psychologie. Ils ont tendance à mettre ça sur le compte de leur nature, alors qu'on l'explique parfaitement par le rôle qu'ils doivent jouer et les situations dans lesquelles ils se trouvent pour jouer ce rôle. Ça reste le cas le plus typique, est incontestablement celui des femmes, mais c'est aussi celui de ces élèves qui se jugent comme étant des battants, des leaders, des guerriers, tout simplement parce qu'ils sont dans une condition pédagogique où on attend ça d'eux. Ils seraient dans une autre condition pédagogique, peut-être qu'ils ne se jugeraient pas de la sorte. Cette erreur fondamentale d'attribution conduit les gens à ne plus ressentir ce qu'ils doivent faire comme étant une contrainte, mais comme étant leur nature. Et je me souviens d'une phrase de la Boétie, j'ai oublié dans le petit livre, mais celle-là, elle m'est restée dans la tête. Les gens ne ressentent pas le malheur d'être esclaves. Pensez à ce que je viens de dire des femmes, à ce que je viens de dire de certains élèves, etc. Donc ça, c'est une chose qui pour moi est très moderne. Cette idée d'une fausse attribution à la nature. Les gens finissent par s'attribuer leur esclavage. Ils l'attribuent à leur nature. Les théâtres, les jeux, les farces, les spectacles, les gladiateurs, les bêtes curieuses, les médailles, les tableaux et autres drogues de cette espèce étaient pour les peuples anciens les appâts de la servitude, la compensation de leur liberté ravie, les instruments de la tyrannie. Ce système, cette pratique, ces alléchements étaient les moyens qu'employaient les anciens tyrans pour endormir leurs sujets dans la servitude. Ainsi, les peuples abrutis, trouvant beau tous ces passe-temps, amusés d'un vain plaisir qui les éblouissait, s'habituaient à servir, aussi niaisement, mais plus mal encore, que les petits-enfants n'apprennent à lire avec des images enluminées. À un moment, la Boétie évoque le fait que le tyran, puisqu'il a le langage de son époque, le tyran rend le cerf pleutre en lui donnant de la nourriture et des jeux. Moi, j'aurais envie de dire que nous avons là encore quelque chose de très moderne. Ça veut dire que nos tyrans actuels, alors ne disons pas nos tyrans, bon, qu'est-ce que vous voulez que je dise ? Nos tyrans démocratiques, disons. Voilà. Nos tyrans démocratiques nous rendent pleutres en nous donnant de la nourriture et des jeux. Ce matin, j'apprenais que 59 millions d'euros par jour sont dépensés dans les jeux. C'est un chiffre énorme. Ça, c'est le côté jeu. Je crois qu'il est trivial, tout le monde en est sûr que les gens s'usent dans les jeux. Maintenant, qu'est-ce qui est l'équivalent de la nourriture ? Moi, je dirais qu'aujourd'hui, on leur donne un rôle de consommateur, et ce rôle de consommateur n'est pas fait pour les rendre particulièrement actifs dans l'analyse des situations. Mais qu'est-ce qui a changé depuis l'époque de la Boétie ? Ce qui a changé, ce n'est pas le fait qu'il y ait des gens qui exercent du pouvoir sur d'autres. Ça, c'est toujours le cas. Ce qui a changé, c'est que, depuis la Renaissance, la philosophie politique a terriblement insisté sur la liberté de l'être politique. La liberté de l'être politique, c'est le citoyen dans une démocratie. L'être politique libre, parce qu'il vote, et je crois qu'il faut s'arrêter là, parce qu'il vote. Constant tire une philosophie de la liberté de cette affaire-là, en disant que ça, c'est la liberté des modernes, qu'il oppose à la liberté des anciens.
La liberté des modernes, c'est la liberté de voter de façon libre et après de veiller à être tranquille chez soi. Étant entendu que dans une entreprise, c'est pas chez soi. Dans une école, c'est pas chez soi. Dans une université, dans un hôpital, c'est pas chez soi. Chez soi, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui le cocon familial. Ça n'avait rien à voir avec ce qu'était dans le temps la liberté des anciens, toujours théorisée par Constant, en prenant l'exemple essentiellement des républiques grecques, et notamment de la République athénienne, où la liberté était la possibilité d'intervenir dans les affaires qui nous concernent. Avec la coupure libérale, on a dit ce qui vous concerne, c'est le personnel politique, et après vous devez veiller à ce que personne ne vienne chez vous porter atteinte à votre liberté. Voilà. Alors ça s'est produit depuis. Et je pense que ça a eu des conséquences. Ces conséquences, c'est que toute contrainte n'est pas acceptable, puisque politiquement, nous sommes des êtres libres. Donc, lorsque nous sommes ailleurs que dans le champ politique, c'est que nous acceptons ce qui se passe, c'est la soumission librement consentie. Je ne sais pas dire non, c'est contre ma religion. C'est aussi une punition de ne pas pouvoir dire non, non, non. Je ne sais pas dire non, malgré mes convictions. C'est une malédiction de ne pas pouvoir dire non, non, non. Pourtant ce serait si bon d'entendre enfin sortir ce son qui viendrait de mon moi profond et qui ferait non. Je me sens comme en prison, fatigué, mon indécision. I can't get no satisfaction de ne pas pouvoir dire non, non, non. On se rend compte que dans notre société, la plupart des gens passent leur temps à obéir. C'est le cas des enfants à la maison, c'est le cas des élèves à l'école, c'est le cas des étudiants à l'université, c'est le cas des ouvriers dans une entreprise, c'est le cas des cas sociaux quand ils sont confrontés aux instances du travail social, etc., etc. Alors, les arbres qui cachent la forêt, c'est évidemment les cas rugueux de désobéissance sur lesquels on s'arrête volontiers dans les médias. Nous avons, nous, en psychologie sociale, un exemple fascinant du fait de l'obéissance. Ce sont les expérimentations dans lesquelles on demande aux gens de faire le contraire de ce qu'ils feraient s'ils suivaient leurs valeurs. La plus célèbre, c'est l'expérience de Milgram, bien sûr. Cette expérience que nous venons de reproduire dans un jeu télévisé et où nous voyons 81% de cas d'obéissance dans la situation qu'on dit canonique parce qu'elle est très proche de celle de Milgram, parce que ça est un jeu télévisé. Mais c'est aussi le cas de très nombreuses recherches. C'est par exemple la recherche de Glass, et qui, je trouve, est l'une des expérimentations, car le mot juste c'est expérimentation, les plus sidérantes de la psychologie sociale. Vous avez là des étudiants qui répondent d'abord à une sorte de sondage d'opinion ou d'attitude. On leur demande, entre autres choses, est-ce qu'ils sont pour ou contre la douleur administrée à des gens à des fins scientifiques. Bon, on se rend compte qu'ils sont presque tous contre, ou plutôt contre. On ne garde que cela. Quelque temps après, ces sujets sont amenés à participer à une recherche qui est soi-disant une recherche sur la personnalité. C'est classique en matière expérimentale. On ne peut pas dire aux gens les vrais buts de l'expérience, sinon ils se comporteraient en fonction d'eux. Ils passent des tests de personnalité, ils se rendent au laboratoire pour qu'on leur parle des tests qu'ils ont passés. Et dans cette situation-là, on est amené à leur dire « Ah ben, il y a encore une chose que nous aimerions bien étudier, c'est comment les gens entrent en contact les uns avec les autres. Et comment ils sont capables, dans le contact qu'ils ont avec les autres, d'assumer des rôles. » Et par exemple, voilà, un d'entre vous va faire un apprentissage et un autre va le sanctionner s'il fait des erreurs dans cet apprentissage.
Et cette sanction, ce sera un choc électrique de 100 volts. Pour que vous sachiez ce que représente 100 volts, tenez, donnez-moi votre bras, je vous fais essayer 45 volts. Déjà 45 volts, c'est pas mal. Les sujets se rendent compte que 100 volts doit être très douloureux. Et dans cette situation-là, l'expérimentateur poursuit. Bien, voilà, maintenant, évidemment, je ne peux pas vous obliger à faire cela, vous êtes entièrement libre. Nous avons beaucoup de sujets, vous savez, si vous n'avez pas envie de participer, nous ne vous en voudrons pas, réfléchissez bien, c'est à vous de voir si vous avez envie de continuer ou non, vous êtes entièrement libre. Et on se rend compte que dans cette situation-là, près de 100% des étudiants poursuivent et vont jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'ils ont royalement mis de côté leurs attitudes, leurs valeurs à l'égard de la douleur à des fins expérimentales et scientifiques, et ils font ce qu'on leur demande de faire. Ils sont venus pour rendre service, et bien ils se sont mis dans la peau qui est la plus fréquente qu'on utilise habituellement. La peau de quelqu'un qui doit satisfaire à des obligations, et qui doit satisfaire à un rôle, qui doit accepter des requêtes, qui doit accepter des prescriptions. Et ils ne vont probablement même pas chercher leurs valeurs. Ils ne vont même pas se dire, tiens, c'est quelque chose qui correspond à mes valeurs, cette situation. Même pas, on leur dit, vous le faites, ils le font, vous êtes libre, ben oui, continuons quand même. Voilà, c'est cette expérience-là, je l'ai vécue moi quand j'étais jeune, je l'ai connue, j'avais à peine 31 ans. C'est quelque chose qui m'a terriblement marqué. Et d'autant plus qu'il y a d'autres choses. On se rend compte que les gens déclarés libres se comportent donc exactement comme les gens qui n'ont pas été déclarés libres. Donc la déclaration de liberté n'est pas productrice de désobéissance, mais surtout qu'elle a des suites cognitives qui justifient le fait qu'on ait envoyé les chocs électriques. Ça, c'est terrible. Ces suites cognitives, c'est la stigmatisation de la victime. Dans un questionnaire, ils ont dit que leur copain, c'est pas un copain, le père avec lequel il s'était trouvé était très sympathique. À la fin de l'expé, quand ils leur ont envoyé 24 chocs électriques de 100 volts, ils commencent à trouver qu'il n'est pas si bien que ça. Sous-entendu, ça ne lui fera pas de mal. Ça s'appelle la rationalisation, attribuer de la valeur à ce qu'on vient de faire. Les injonctions accompagnées de déclarations de liberté sont terriblement plus efficaces que les injonctions du Seigneur devant un cerf. Je crois qu'elles sont beaucoup plus efficaces. Ces déclarations de liberté ne produisent pas de désobéissance. Et deux, parce qu'elles mettent en route la machine à rationaliser et à internaliser. À internaliser, ça veut dire prendre les valeurs qu'on vous demande de réaliser et faire comme si c'était les vôtres, en faire quasiment des affaires internes. Voilà. Et ça marche remarquablement. Je crois que donc la Boétie décrit une situation qui était nettement, comment dirais-je, plus rustique, moins sophistiquée que celle d'aujourd'hui, mais dans lesquels les concepts continuent à s'appliquer. Quand il dit que les gens ne se sentent pas le malheur d'être esclaves, il veut dire qu'ils ne ressentent pas le malheur d'être privés de liberté. D'ailleurs, tout son livre est un éloge de la liberté. La servitude, c'est l'absence de liberté. Ce désir, cette volonté innée, commune aux sages et aux fous, aux courageux et aux couards, leur fait souhaiter toute chose dont la possession les rendrait heureux et contents. Il en est une seule que les hommes, je ne sais pourquoi, n'ont pas même la force de désirer, c'est la liberté. Bien si grand et si doux que, dès qu'elle est perdue, tous les maux s'en suivent, et que sans elle, tous les autres biens, corrompus par la servitude, perdent entièrement leur goût et leur saveur. La seule liberté, les hommes la dédaignent. Uniquement, ce me semble, parce que, s'il la désirait, il l'aurait, comme s'il se refusait à faire cette précieuse conquête parce qu'elle est trop aisée. Mais alors, Jean-Léon Beauvois, la Boétie, lui, à la fin du discours, dit « apprenons à bien faire ». Oui, puis il évoque aussi le cas d'hommes exceptionnels. Je crois qu'il faudrait commencer par apprendre à analyser les situations et faire en sorte que les gens ne s'attribuent plus la liberté comme un fait de leur essence, comme un attribut de leur essence. Nous sommes libres, moi j'ai entendu ça dès que j'étais petit, dans mon univers qui comportait pas mal d'anticommunistes. Tu as de la chance d'être libre dans un pays libre, bon.
Avec ça, on ne change pas le monde, on le maintient dans l'état où il est. Je pense qu'il est préférable d'apprendre aux gens, aux élèves, aux enfants, voilà, la situation dans laquelle tu es, quelle est ta marge de liberté. Et peut-être que bien souvent, les gens se rendraient compte qu'il n'y en a pas beaucoup de marge de liberté et que ça leur donnerait envie de casser les données de cette situation. Ça, c'est essentiel. Deuxième chose à laquelle je crois beaucoup, mais c'est les moins rustiques, les moins au niveau des gens, c'est effectivement de revenir sur des concepts qui sont en rapport avec la liberté telle qu'elle s'exerce dans la vie sociale. Les gens devraient revenir, réapprendre à investir le pouvoir en se disant que la meilleure façon d'être libre, c'est d'exercer le pouvoir. Et la meilleure façon d'exercer le pouvoir sans faire suer les autres, c'est de l'exercer dans un cadre qui le permet. Et ce cadre qui le permet, à mon sens, c'est l'autogestion. Mais peut-être que d'autres ont d'autres recettes. Mais une prise de conscience, elle doit porter sur quelque chose. Si elle porte sur « nous ne sommes pas des êtres aussi libres qu'on peut le penser », je ne pense pas que ce soit productif. Bon Dieu, là on vient de dire que j'étais libre. J'analyse et je me rends compte que finalement je ne suis pas tant que ça. Là il y a de la prise de conscience utile. Je ne sais pas si je suis clair. C'est le propre des grands textes de générer un très grand nombre de lectures, une très grande multiplicité d'interprétations à toutes les époques. David Munich. On le voit dès le moment de sa première publication, puisque les calvinistes en 1574 ont tout de suite senti qu'il y avait quelque chose, que ça leur parlait, donc qu'il y avait quelque chose d'eux dans ces textes, et donc ils se le sont finalement un peu appropriés. Et on voit bien que ça a été un peu le cas aussi à toutes les époques. C'est un texte qui a été repris par Marat au moment de la Révolution française, qui a été repris pendant les révoltes et les émeutes de 1835 à Lyon et à Paris par Lamennais. C'est un texte qui a été repris pendant la Deuxième Guerre mondiale en France et aux États-Unis. C'est un texte qui vit, c'est un texte qui est utilisé, c'est un texte qui a du sens. Pour retrouver ce sens le plus riche, il faut justement peut-être faire abstraction de ces lectures partisanes, des contextes, c'est-à-dire des questions fléchées, quoi. Lire le texte en sachant déjà ce qu'on va lui faire dire. Je crois qu'il faut bien comprendre que la Boétie ne cherche pas à donner d'explication à la servitude volontaire, contrairement à ce que l'on pourrait croire à la première lecture. Et c'est ça la vraie leçon du discours, c'est qu'on a beau chercher, finalement toutes les réponses sont battues en brèche, elles sont toutes insatisfaisantes. Une fois qu'on dit que l'énigme de la servitude volontaire, c'est pourquoi est-ce que les hommes se soumettent délibérément, pourquoi est-ce que les hommes combattent pour leur servitude comme s'il s'agissait de leur salut, comme dit Spinoza, la question qui suit, c'est que faire ? Là, de nouveau, il n'y a pas de réponse, évidemment. Pourquoi ? Parce que le discours de la servitude volontaire, ce n'est pas un programme à appliquer, évidemment. Il n'y a pas de programme d'émancipation. Je crois qu'il faut bien se dire que la liberté, et c'est ce que nous dit la Boétie, la liberté est toujours exposée à se retourner en servitude. Toujours. Mais inversement, et c'est ça qui est intéressant, c'est que, comme dit Clastres, la servitude, ça marche jamais complètement. Et finalement, tous les régimes finissent par s'effondrer, par se fissurer. Donc même la servitude volontaire est susceptible tout d'un coup de se fracturer. Et la liberté ressurgit. Quand on fait l'effort de comprendre ce texte, la perspective à l'issue de cette lecture, c'est une perspective optimiste. C'est de dire que même quand on a été privé de liberté tout le temps, sans explication peut-être, mais en tout cas, on peut se réveiller soudain et aller chercher cette liberté. François Vaillant, vous êtes militant non violent et vous avez comparé le 7 décembre 2009 devant le tribunal correctionnel de Rouen pour refus de prélèvement d'ADN. Vous êtes très bien informé. Vous risquez 20 ans de prison et 15 000 euros d'amende. Vous avez été condamné à 300 euros et vous avez décidé de faire appel de cette décision. Pourquoi ce refus de prélèvement d'ADN ? Parce que ça touche la question de la liberté fondamentale. Actuellement, le fichier ADN qui était fait au début sous Jospin uniquement pour avoir la possibilité de repérer les personnes qui étaient condamnées pour viol ou destruction importante a été étendu sous Sarkozy et actuellement, on peut dire pratiquement étendu à une 140aine catégorie de la population dont j'ai fait partie puisque je suis également un militant anti-pub du collectif des déboulonneurs. Et c'est à ce titre,
suite à un procès que j'ai eu en tant qu'anti-pub, non violent, je tiens à le dire, que j'ai été invité à donner mon ADN, l'empreinte ADN, l'empreinte génétique à la police. J'ai refusé et suite à quoi j'ai été poursuivi par le parquet et donc j'ai eu un procès au pénal pour refus d'empreinte ADN. Vous pensez qu'il ne faut pas obéir à la loi ? Tout à fait. Je pense que c'est important d'obéir à la loi et de la connaître. On ne peut vivre en société que si on est d'accord avec les lois et les règles qui permettent à tout le monde de vivre pour le bien commun. Mais à partir de ce moment-là où on doit obéir et où la démocratie nous permet de faire changer les lois, en plus lorsqu'elles ne conviennent pas, il est quand même assez curieux que face à certaines situations, nous avons peut-être, quelquefois, le devoir de désobéir. Et si j'ai refusé de donner mon empreinte ADN, c'est précisément pour cela, pour montrer que la loi est mal faite. Je n'ai rien à faire dans ce fichier-là. Je ne suis pas un violeur ou un auteur d'actes de barbarie. Et pourquoi actuellement y a-t-il 1 200 000 personnes qui ont leur empreinte ADN là-dedans ? Et cette extension fait, alors ce n'est pas dit dans les textes de la loi, mais on voit bien qu'il y aurait la volonté que l'ADN soit prélevé sur chacun des Français. Il y a même eu un ministre qui nous a dit qu'il faudrait peut-être prélever l'ADN à la maternité sur chaque nouveau-né, dans le but d'établir une surveillance de la population, parce qu'on prétend qu'avec l'ADN, on pourrait débusquer n'importe quel vol, n'importe quel crime, etc. À partir du moment où il y aurait plusieurs millions de Français qui auraient leur empreinte ADN dans le fichier, le FNAG, dans le fichier des empreintes génétiques, eh bien, un pouvoir politique, quel qu'il serait, demain, qu'il soit de type Vichy ou de type stalinien, on va prendre les deux extrêmes, eh bien, pourrait discriminer telle ou telle partie de la population. Par exemple, pour une politique eugénique, en fonction des couleurs de la peau, en fonction de certaines caractéristiques morphologiques, pathologiques, puisque l'ADN repère toutes les caractéristiques morphologiques, anatomiques et pathologiques d'une personne. En 1936, personne ne supposait que quelques années plus tard, des trains allaient partir vers les camps de concentration pour l'Allemagne nazie. Donc soyons prudents, en politique il y a toujours des surprises, et je pense réellement qu'il faut contrer, c'est le terme, contrer cette politique de vouloir généraliser le prélèvement de l'empreinte ADN. François Vaillant, vous êtes aussi philosophe de formation et rédacteur en chef de la revue Alternative non violente, qui prône la désobéissance civile. Et sur votre site, 2 penseurs sont cités, justement, Henri David Thoreau et Étienne La Boétie. Voilà, c'est pas du tout un hasard. La Boétie, pour nous, est le premier, dans son discours de la servitude volontaire, à souligner combien les pouvoirs des tyrans résident moins dans ces appareils de répression que dans l'obéissance passive des populations. Et ça, c'est central, et c'est pas par hasard que le petit écrit de la Boétie a été lu par Tolstoï à la fin du XIXe siècle. Et c'est Tolstoï et Thoreau, donc il y a l'obéissance là derrière, qui vont marquer le jeune Gandhi, qui est alors en Afrique du Sud et qui va en 1908 faire sa première action de désobéissance civile. Les autres ont été des théoriciens. La Boétie n'a jamais, d'éteindre son vivant dans des actions non violentes. Il a eu une réflexion merveilleuse, mais c'est Gandhi qui, le premier, nourri de philosophies diverses, va passer à l'action et va mettre la désobéissance civile à l'ordre du jour dans ses campagnes pour obtenir l'indépendance de l'Inde. Nous, en France, la désobéissance civile, je tiens à le dire, est au cœur de l'action actions minoritaires, mais combien nous en avons pu en entendre parler ces dernières années. Je parle des faucheurs volontaires, je parle des déboulonneurs de pub, je parle de RESF, je parle de plusieurs groupes militants qui ont arboré la désobéissance civile qui est forcément non violente parce qu'on veut faire changer la loi, et la Boétie là-dessus est très intéressant. Moi, je ne sais pas si vous connaissez un petit passage que je cite souvent en conférence. Soyez donc résolus à ne plus servir le tyran et vous serez libres. Voilà, ça c'est très intéressant. Pourquoi j'ai désobéi à la loi ?
en refusant de donner mon ADN. J'ai fait consciemment, j'ai mis 24 heures à réfléchir, etc., avec des amis, avec mon épouse, on fait jamais ça tout seul. Bon, et puis après, on franchit la loi, on désobéit, on sait qu'on court une grosse amende et même des années de prison, comme c'était mon cas. Mais lorsqu'on fait cette démarche-là, c'est une démarche volontaire. C'est pour qu'elle fasse tache d'huile. Quand des policiers ont eu le courage en France, plusieurs milliers, c'est pas quelques-uns, de faire une grève et de manifester leur désaccord avec le fait que les commissaires de police marchent aussi aux chiffres pour avoir le plus d'empreintes ADN possible, pour faire le plus de garde à vue possible, pour faire le plus possible de contraventions, eh bien certains policiers disent non. Voilà, ça c'est très courageux. Une démocratie vit lorsque des gens comme ça ont le courage de le dire. Donc il n'y a pas que des militants de la non-violence qui manifestent, qui désobéissent, qui refusent de coopérer. Il y a aussi des policiers et même des magistrats et autres qui savent dire non. Et aujourd'hui, dans notre population, à toutes les époques, d'ailleurs, soit à gauche, soit à droite, peu importe la couleur politique, il faut qu'il y ait des gens qui soient capables de dire non et qui soient prêts à supporter les conséquences de leur refus. C'est ça qui est très important. Mais lui-même était très respectueux des lois. Il était magistrat au Parlement de Bordeaux. Oui, c'est pour ça que je pense qu'il était jeune quand il écrit son discours de la servitude. Et lorsque, je sais pas, aux alentours, il était magistrat très tôt. La Boétie était assez exceptionnelle, cet homme. Vers 21, 22 ans à peu près, il a acheté sa charge très tôt. Il a eu même une dispense du roi. C'était du temps d'Henri II. Alors là, c'est un autre aspect qui est très très intéressant, c'est que dans son discours, il a un rapport à la loi. Je veux dire, pour une raison très simple, il ne conçoit la loi pas du tout comme un rôle émancipateur ou protecteur en tout cas, non pas du citoyen mais du sujet, voire du citoyen après tout, comme à Venise. Il la conçoit pas du tout comme ça. Il la conçoit essentiellement comme un moyen de répression au service du tyran, la loi. C'est pour ça que je pense qu'il écrit tout simplement le discours. Je fais confiance à Montaigne. Il écrit ça en matière d'exercice seulement lorsqu'il était jeune et encore dans sa prime jeunesse. Je crois que Montaigne il a raison. Alors donc, il a pu écrire ce texte de ses discours, et puis après, il a mené sa vie, il s'est marié, il est devenu magistrat, il a fait son devoir de magistrat, et là, son rapport à la loi a changé, je crois. C'est-à-dire, c'était la loi en ce qu'elle devait être assurée, effectuée. Il a tout un travail auprès du Parlement, assez considérable d'ailleurs. Et là, c'est celui qui a une charge qu'il remplit. C'est plus le même. Qu'est-ce qu'on sait d'ailleurs de ce qu'il faisait au Parlement ? Ce sont des cas essentiellement, vous savez, ce sont des litiges entre du droit. C'est pas du droit pénal d'ailleurs, c'est du droit civil pour l'essentiel, tel qu'on le dirait aujourd'hui. Et il reste un certain nombre de jugements qu'il a rendus, qui sont toujours dans les archives de Bordeaux, dans les registres du Parlement de Bordeaux. Ça, c'est sa partie du magistrat comme les autres, quoi, ni plus ni moins. Et puis, alors, l'autre aspect, évidemment, c'est le magistrat en tant que magistrat. À la différence d'aujourd'hui, le magistrat, parce que le Parlement était également un organe politique. C'est pas seulement une cour de justice, c'est aussi un organe politique. Ils avaient donc ce rôle politique, c'est-à-dire qu'ils s'occupaient, en période, par exemple, de peste, ils avaient un rôle de protection, de garde, de guerre, ils avaient un rôle de protection, et c'était le cas, parce qu'il y a quand même des troubles assez violents quand même dans la région de Bordeaux. Il faut pas oublier qu'il y a pas mal de protestants en Aquitaine, donc il fait des rondes, il fait des choses comme ça. Et il semblerait qu'il était un homme tout à fait courageux, du reste. Oui. C'est ça. Et lui était chargé de mission de pacification en Guyenne, dans sa province, en tant que magistrat. Et là, il semblerait qu'il se montré non pas débonnaire évidemment, mais plutôt porté à une forme de pour l'essentiel, il a banni ceux qui enfreignaient la loi, les protestants en particulier qui enfreignaient la loi. Il voulait une pacification apparemment sans violence extrême quand même. Il fait pas partie des brutes. Je sais pas, c'est ce qu'on appelle, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle les politiques, c'est-à-dire ceux qui voulaient tenir les deux bouts, qui cherchaient vraiment. C'est pas de l'œcuménisme, mais de l'équilibre entre les catholiques, religion dominante, et puis les protestants, religion dominée mais tolérée. C'est l'esprit de tolérance et de libre conscience. Je crois que la Boétie était, je dis le crois en me fondant à quelques textes par ailleurs, mais que la Boétie était un partisan de la libre conscience, de la liberté de conscience. C'est au retour d'une mission de pacification dans le Périgord, après 15 jours de chevauchée harassante sous la chaleur, dans des lieux infestés de peste, qu'Étienne de la Boétie tombe subitement malade. Après une partie de jeu de paume,
il croit avoir un simple refroidissement et décommande un déjeuner avec Montaigne. Il part le lendemain pour le domaine de sa femme dans le Médoc et s'arrête en chemin chez le beau-frère de Montaigne, M. de Lestonac. C'est là que 9 jours plus tard, il meurt à presque 33 ans, après avoir confié ses écrits à son ami, Michel de Montaigne. Mais ce qu'il y a de clair et d'évident pour tous et que personne ne saurait nier, c'est que la nature, premier agent de Dieu, bienfaitrice des hommes, nous a tous créés de même, et coulés en quelque sorte au même moule pour nous montrer que nous sommes tous égaux, ou plutôt tous frères. Et si, dans le partage qu'elle nous a fait de ses dons, elle a prodigué quelques avantages de corps ou d'esprit aux uns plus qu'aux autres, toutefois, elle n'a jamais pu vouloir nous mettre en ce monde comme en un champ clos, et n'a pas envoyé ici-bas les plus forts et les plus adroits comme des brigands armés dans une forêt pour y traquer les plus faibles. Il faut croire plutôt qu'en faisant ainsi les parts aux uns plus grandes, aux autres plus petites, elle a voulu faire naître en eux l'affection fraternelle et les mettre à même de la pratiquer, les uns ayant puissance de porter des secours et les autres besoin d'en recevoir. Ainsi donc, puisque cette bonne mère nous a donné à tous toute la terre pour demeure, nous a tous logés sous le même grand toit et nous a tous pétris de même pâte, afin que, comme en un miroir chacun puisse se reconnaître dans son voisin, si elle nous a fait à tous ce beau présent de la voix et de la parole pour nous aborder et fraterniser ensemble, et par la communication et l'échange de nos pensées, nous amener à la communauté d'idées et de volontés, si elle a cherché par toutes sortes de moyens à former et resserrer le nœud de notre alliance, les liens de notre société, si enfin elle a montré en toutes choses le désir que nous fussions non seulement unis, mais qu'ensemble nous ne fissions pour ainsi dire qu'un seul être, et dès lors, peut-on mettre un seul instant en doute que nous ne soyons tous naturellement libres, puisque nous sommes tous égaux? Et peut-il entrer dans l'esprit de personne que nous ayant mis tous en même compagnie, elle ait voulu que quelques-uns y fussent en esclavage? Ce qu'on voit aussi dans le texte, c'est que cette relation qui fait surgir la liberté, qui n'est pas une relation de domination ou de servitude, c'est la relation de l'amitié, ce qu'il appelle l'entreconnaissance. Donc s'il y a un destinataire du discours, c'est justement l'ami. Et on peut renverser, on peut dire qui est l'ami? C'est celui qui aura compris le discours, celui qui aura compris que ce texte s'adresse à lui. Et peut-être que justement le vrai sens du discours, c'est de créer cette relation entre les amis. Ceux qui auront lu, qui auront compris peut-être des éléments, des bribes, ou qui se reconnaissent, puisque c'est justement ce thème de la reconnaissance qui est essentiel dans la relation entre Montaigne et la Boétie, puisqu'ils se sont reconnus comme étant eux-mêmes, avant même de se connaître, étant presque déjà des amis. Donc cette relation d'amitié est essentielle. Mais il ne faut pas croire que c'est une relation ni unique, ni définie dans le temps ou dans l'espace. Au contraire, justement, la Boétie s'adresse à nous aujourd'hui. Le discours ne s'adresse pas seulement aux révoltés du XVIe siècle ou aux révolutionnaires du XIXe. Justement, c'est un texte qui traverse le temps. Montaigne commence à écrire, et c'est pas moi qui le dis, hein, c'est connu depuis un certain temps, on le voit sur un manuscrit qui s'appelle le manuscrit de Bordeaux, il commence à écrire parce que c'était lui. Si on me presse de dire pourquoi je l'aimais, je sens que cela ne peut s'exprimer qu'en répondant, parce que c'était lui, parce que c'était moi. Bon, c'est bien connu. Or, il apparaît quand même très clairement, et on le sait par la teinte de l'encre, que parce que c'était lui, il écrit ça, Montaigne. Et ça veut dire, c'était un homme tellement formidable que moi, finalement, je me suis conformé à lui, c'était un peu mon mentor et mon modèle, parce que c'était lui. Et bien plus tard, il écrit parce que c'était moi. Comme si d'un seul coup, il s'autorisait à se mettre en scène, comme si d'un seul coup, il s'équivalait à son mentor. Ouais. Et donc, parce que c'était moi, c'est la traduction de tout un trajet.
Il a traversé lui-même Montaigne, il a écrit, il a traversé, il a fait tout le détour des essais. Et à la fin de ce détour, il peut enfin dire, parce que c'était moi, je suis enfin son égal. À lui, la Boétie, qui était un personnage extraordinaire. Hey man, how can you tell yourself nothing's wrong? We just need to be strong. I say, hey, you understand? There's no time to be the slave of your plans, cause we don't want it, and 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 we don't want it. I see a cold wave coming on us, and you'll let me know if we wait on your bottoms, cause I knew well up here. Bring a sun and give a vision of fear, and we don't want it, 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 and we don't want it. Avec Jean-Michel Delaconté, écrivain, maître de conférences en littérature à l'Université Paris 8, David Munich, philosophe, Jean-Léon Beauvois, psychologue social, et François Vaillant, rédacteur en chef de la revue Alternative non violente. Lecture Franck Lacroix, coordination Pascal Daciba, mixage Serge Ristich, réalisation Gilles Davidas, une émission de Anne Arbouze.